sur Eritis Sicut Dei, vous serez comme des dieux. Alors, j'ai quand même pris, je sais bien que tout le monde connaît bien Roger, mais je vais quand même faire une petite présentation très rapide. Donc, Roger Bozzetto est professeur émérite de littérature générale et comparée à l'Université de Provence. Il est membre, évidemment, du CERLI. Ses domaines de recherche sont la science-fiction, la fantaisie, les utopies, le merveilleux. Et il a dirigé, par exemple, 3 numéros de la revue Europe. Ses dernières publications, Roger a beaucoup écrit, je ne cite pas évidemment des articles absolument innombrables. Ses derniers travaux et publications sont en 2004 Les frontières du fantastique, approche de l'impensable en littérature avec Arnaud Huftier, Passage des fantastiques, des imaginaires à l'inimaginable en 2005, et Fantastique et mythologie moderne qui est apparu en 2007, et je n'ai peut-être pas noté la toute dernière publication, mais voilà, donc c'est toujours, Roger s'applique toujours à travailler sur les liens entre la science-fiction, les fantastiques, enfin toutes les littératures de l'imaginaire, donc en général, et aujourd'hui, eh bien, on va nous parler de divinité. J'ai choisi de proposer une lecture de quelques nouvelles... Pardon. D'accord. Donc, je reprends. J'ai choisi de proposer une lecture de quelques nouvelles d'Elisabeth von Harburg, issues des recueils Janus, La maison au bord de la mer et Le jeu des coquilles de Nautilus. Ce choix peut paraître arbitraire, mais il prend son sens dans la mesure où ces nouvelles touchent au cadre du colloque, à savoir les dieux dans la science-fiction. Et comme un effet collatéral qui touche aussi au post-humain. Ces nouvelles esquissent la présence avérée ou non de Dieu, réel ou virtuel. Il m'a semblé que ces textes qui se répondent ouvrent de manière singulière sur quelques-unes des facettes de l'imaginaire de Elisabeth von Harburg. Ces textes nous présentent des univers futurs, des mythologies singulières, avec leur substrat mythique, et avec peut-être un avant-goût d'apocalypse. Je vais présenter maintenant les univers de ces nouvelles, parce que je présume que tout le monde ne les a pas lus. Je verrai d'abord 3 mondes, finalement. D'abord l'univers de ce que j'appellerais le pont du froid, qui est composé de plusieurs nouvelles, qui renvoient à un avenir non daté, illustré par des récits où se déploie un univers de ce qu'elle appelle le voyage, avec un V majuscule, grâce à un engin nommé le pont du froid, qui permet l'envoi de voyageurs avec un V majuscule vers des vers des mondes lointains. J'aborderai ensuite 2 récits situés dans des exoplanètes lointaines, Thalassa, qui se situe dans la constellation de l'Aigle, et l'oiseau de cendre sur une planète nommée Pyréia. Ces 2 récits ont à voir avec un imaginaire classique en science-fiction de la rencontre avec des peuples étrangers différents, mais qui ici sont des sortes de pseudo-primitifs. On verra qu'ils n'ont rien de primitif d'ailleurs. Dans les nouvelles restantes, on nous montre un futur post-cataclysmique pour la Terre, situé vers les années 2150, et qui est ces nouvelles sont rattachées à la ville de Bahia Blanca. Ces récits se déploient sur les bribes d'une histoire humaine douloureuse. L'humanité qui avait développé un grand pouvoir technique, qui avait même entamé une conquête de l'espace et aménagé des bulles d'habitat au point de Lagrange, tout a été bouleversé après des catastrophes climatiques et un effondrement social lié ce qu'on appelle les grandes marées, sans oublier la présence de fortes radiations dues à des guerres entamées dans le Proche-Orient d'abord, de mutations, d'immenses zones dangereuses. Il y a une mer saharienne, la France est sous les eaux. Une société a été reconstruite par endroits, comme la ville de Bahia Blanca, qui est située dans le sud de l'Espagne. Et ces nouvelles voient la présence de statues vivantes et de métamorphes. J'envisagerai les différentes images de Dieu dans l'univers du pont,
puis dans ceux des rencontres et des rites de passage dans les exoplanètes, et enfin dans les nouvelles liées à Bahia Blanca. Ces derniers récits présentent, sur un ton poétique, des tentatives de prolonger l'évolution de l'humanité depuis la race humaine originale en péril jusqu'aux diverses solutions de futurs possibles où des savants tentent de prendre la place des dieux absents. Donc, je commence par l'univers du voyage, par le pont du froid. À une époque indéfinie, une future voyageuse arrive au centre du pont. Un bâtiment et un ensemble de bâtiments situés dans le Tibet. Ce bâtiment est constitué de constructions gigantesques avec je cite, des labyrinthes de machines. Cette machinerie de l'engin qui permet le voyage par le pont du froid est constituée d'une sorte d'énorme sphère rattachée à d'autres machines par de bizarres tuyaux. Mais en fin de compte, il contient une couchette grande comme l'intérieur d'un monoplace de Formule 1. Et il est prêt à envoyer la voyageuse vers on ne sait où, après que son cœur a été descendu au zéro absolu. Elisabeth laisse imaginer que cet objet, plus qu'elle ne le décrit, l'essentiel ici n'est ni dans la quincaillerie, ni dans la peinture de la société future. Habituellement, la voyageuse atterrit, nue, sur une planète inconnue. Elle doit subsister dans une sorte de jungle, rencontrer d'autres humanoïdes, vivre avec eux, comprendre leur univers propre, pratique et mental, puis faire en sorte d'amener ces indigènes à construire un pont, pour qu'elle puisse en faire, en quelque sorte, pour qu'elle puisse repartir soit vers d'autres planètes, soit retourner au centre. On ignore quel est le but réel de ces voyages. L'univers de la nouvelle Le Pont du Froid semble à première vue tourné vers l'exploration de l'univers dans un cadre de science-fiction minimal. Mais l'essentiel me paraît être ailleurs. La voyageuse rencontre des humains, des arbres, vit avec eux et a des pouvoirs, rencontre des êtres finalement qui n'étaient pas si primitifs que ça et qui ont des pouvoirs fondés sur des savoirs étranges. Ces savoirs relèvent à première vue pour la voyageuse d'une sorte de mythe et elle l'interprète au départ comme le mythe de la Genèse pour les chrétiens, c'est-à-dire comme une sorte de grand récit. Mais ici, ces peuples s'en servent pour donner une sorte de pratique et de curieuse osmose avec la matérialité même des mythes. Et ce n'est plus pour une simple interprétation académique et traditionnelle, c'est un mythe performatif. Il engendre chez des autochtones une suite de rites efficaces avec une représentation du monde qui reflète ce monde comme espace d'un itinéraire psychique, symbolisé par la coquille de Nautilus. Ces rites qu'ils pratiquent permettent aussi un voyage vers l'ailleurs, aussi bien que la solution technique qui était celle du pont. Il s'agit de rendre l'étonnement d'une rencontre avec un univers mental où le rapport aux dieux est différent de ceux de nos religions. Les dieux de cette planète, dont on ne sait pas s'ils existent, sont en tout cas différents de l'image des dieux terrestres. Et s'ils n'existent pas, ce qui est possible, ils obéissent pourtant aux rituels qui leur sont liés. Et ils sont efficaces pour permettre le voyage. Les autochtones sont en symbiose avec une nature qui est peut-être une surnature. Ils se servent des dieux, peut-être absents, mais dont les rites d'appel sont efficaces, ce qui leur permet de participer eux aussi au voyage.